La question de la voirie, d'une voirie qui est organisée essentiellement autour du transit motorisé et donc dans laquelle les piétons se retrouvent marginalisés, se retrouvent à devoir avoir des problèmes de traversée, des problèmes de détour, etc. Des distances qui sont démultipliées dans l'agglomération par le fait qu'il peut y avoir des très grandes infrastructures, des très grands îlots qui vont constituer des véritables coupures. Et puis bien sûr, il y a la question du manque de services ou de ressources accessibles à pied dans des espaces monofonctionnels où on va avoir de très grandes étendues résidentielles par exemple, et puis pas de commerce de proximité, donc où il va falloir prendre des transports motorisés pour pouvoir se rendre dans les commerces ou pour aller faire des démarches administratives ou pour aller à l'école, etc. Depuis la Covid, la façon de vivre en ville n'est plus la même. On appréhende son logement différemment. Il y a eu un effet très important avec cet effet Covid, c'est avoir de l'espace, vivre autrement. Donc le constat que je fais, c'est que nos concitoyens ont cherché à quitter les grandes villes, quitter les centres-villes pour retrouver de la respiration, de l'espace, un peu plus de sérénité. La difficulté, c'est d'arriver à avoir une offre qui permette d'avoir une stabilisation des prix, ce qu'on n'a pas encore actuellement, parce que la contrainte entre construire plus ou moins, permettre aux gens de se loger, comment faire attention à l'urbanisme, à nos modes de vie. Mais vivre ailleurs, il faut pouvoir trouver, il faut pouvoir se déplacer, donc tout est lié en fait, déplacement, vivre en ville, espace, et ça c'est un peu la quadrature du cercle, donc on doit réfléchir en fait à une nouvelle ville, à une nouvelle façon de vivre en ville. Est-ce qu'on doit augmenter la verticalité, augmenter la densification de nos villes? Ça pose problème. On veut de l'air, on veut de l'espace, on fait attention à l'écologie. Donc beaucoup d'enjeux pour demain. Pour la maîtriser, il faut effectivement revoir notre politique de l'offre sur le logement, arriver à permettre à des gens de vivre et de pouvoir se loger sans que tout le salaire y passe. Si je compare avec nos voisins allemands où l'immobilier ne prend pas tout le budget, il faut arriver à trouver cette solution. Maintenant, on ne peut pas contraindre, on a une économie libérale, on ne peut pas bloquer les prix. On a vu qu'en bloquant les prix ou les loyers, ça ne fonctionne pas. Il faut permettre aux gens de pouvoir se déplacer, travailler. On nous parle beaucoup de télétravail depuis la Covid, mais tout le monde ne peut pas télétravailler. Vous avez des gens qui ont besoin d'être proches ou de venir physiquement dans leur bureau. Vous avez aussi des professions actuellement qui ne peuvent plus travailler parce que les coûts de déplacement et ce qui se passe avec l'essence, qui n'est plus ni moins à parler avec ce qui se passait déjà en 2007. Si on reprend les éléments, en 2007, on avait déjà une augmentation des coûts de l'essence qui avait bloqué le marché immobilier. Donc là, il faut trouver le moyen de construire, de permettre aux gens de se poser à un endroit, de ne pas être trop loin de leur lieu de travail et puis de se déplacer. Comment les villes vont permettre l'accessibilité à votre lieu de travail, c'est tout un enjeu pour demain. Et où qu'on soit en France, alors là nous sommes à Nice, ou nous serons à Nice, donc effectivement on a une vision d'une grosse ville, mais pas très loin de Nice. Où est la limite de la ville? À quel endroit s'arrête la ville et jusqu'où on peut habiter par rapport à un centre-ville? Eh bien, c'est tout l'enjeu de demain et de la façon de travailler. C'est une chance de pouvoir être présent à la ville Nouveaux Horizons parce que Orpi est un acteur régional, un acteur qui intervient dans le logement, dans la vie des Français depuis plus de 55 ans. On touche toutes les populations. C'est l'heure du grand entretien. La ville du Caire, vous le savez sans doute, est en pleine transformation et l'Université française d'Égypte au Caire également, qui aura un tout nouveau campus dont la conception a été confiée à l'agence de Dominique Jacob, qui est donc l'invitée de Béatrice Parino, qui est rédactrice en chef adjointe au Point.
Bonjour, bonjour à tous, merci d'être là, merci à Dominique. En effet, nous allons parler de votre projet au Caire qui vient d'être évoqué, mais peut-être à la fin, ça sera la petite cerise sur le gâteau. Avant de démarrer et avant de voir différents projets que vous avez menés, que vous êtes en train de mener, peut-être vous avez démarré votre carrière d'architecte en 91, c'est-à-dire désormais il y a 31 ans. Dans quelle mesure vous avez vu la ville évoluer et les demandes évoluer? Bonjour. Est-ce que mon micro marche? Oui, c'est très bien, parfait. Bonjour, merci Béatrice pour cette question. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'inviter à venir ici à Nice, dans cette très belle ville. Merci au maire Christian Estrosi, à Xavier Latour. Je suis très, très flattée de venir ici. Ça fait un petit moment que je n'étais pas venue à Nice et c'était un grand plaisir d'arriver hier soir. Vous avez des thématiques qui m'intéressent énormément et je veux refaire le lien avec la question de Béatrice. Je pense que le grand changement qui pour moi a été extrêmement positif, c'est que quand j'ai passé mon diplôme, en effet, beaucoup de personnes étaient très dubitatives sur le changement climatique, n'y croyaient pas, pensaient que c'était une sorte de mauvaise information, que c'était des esprits contraires. Et souvent dans notre carrière, on a eu du mal à proposer nos projets, à proposer des innovations. On disait mais pourquoi est-ce que vous compliquez la vie? Il y a des modèles qui existent, qui marchent très bien, on peut tout climatiser. Pourquoi vous voulez faire de la ventilation naturelle? Pourquoi vous voulez utiliser d'autres matériaux que du béton? Et maintenant, je pense que c'est une période où on se pose beaucoup de questions, mais il y a un engouement, il y a un intérêt, et je pense que les urbanistes, les architectes, en fait tous les acteurs, et bon, je ne pense pas que dans notre sphère du métier, en fait on voit très bien qu'on a tous un effort à nous réinventer, à nous questionner et à voir finalement, tout simplement, qu'est-ce qu'on a à nos pieds, qu'est-ce qu'on a à notre porte, et finalement peut-être redécouvrir comment les anciens, vous en avez parlé je crois tout à l'heure, avaient réussi à se créer un environnement agréable, en harmonie, vous en avez parlé avec la ville, avec ce qui les entourait. Et moi, je suis persuadée que le XXe siècle, en tout cas, a quand même contribué, a eu de très grands dommages. Donc voilà, on est au XXIe siècle, on a les jeunes enfants qui sont là avec nous, donc on compte sur vous. Mais donc on vit quand même une époque assez incroyable parce qu'on est en train de transformer beaucoup de choses, de revoir la manière d'utiliser nos matériaux, nos ressources locales, et comment essayer de créer des bâtiments qui sont plus adaptés à leur environnement immédiat. Et c'est pour ça que moi je parle de l'idée de acclimatable. Cette idée qu'il faut... Ça veut dire qu'ils s'adaptent tout bêtement au climat au sens biologique? C'est la manière qu'on doit adapter notre manière de vivre, notre manière de construire au climat qui évolue. Et c'est cette idée qu'il y a une adaptation de l'environnement, enfin de ce qu'on construit, mais il y a une adaptation aussi de notre comportement. Et peut-être revoir un petit peu la manière dont on utilise les espaces, dont on utilise nos ressources. Peut-être qu'on a besoin de moins d'espaces fermés et que l'inclusion d'espaces extérieurs de la ville dans des espaces plus privés peut être intéressante. On l'a bien vu avec cette période de confinement où finalement, pendant le confinement, on a été privé à un moment de l'espace public. Et on s'est rendu compte de la force de l'espace public. Et que finalement, on avait contribué à construire des environnements où on s'éloignait de l'espace public. Et maintenant, je le vois, moi, dans certains projets, dans certains urbanismes, on essaie de mieux intégrer finalement la ville, l'urbanisme, au cœur même des projets. Donc cette notion qu'il y a plus de porosité, plus de perméabilité dans les usages. Donc plus d'échanges et je pense un meilleur cadre de vie. Donc voilà, pour revenir à votre question, moi je pense que j'ai passé mon diplôme en 91, mais je vois qu'en 30 ans, il y a eu comme une grande transformation de la manière dont on appréhende notre environnement immédiat et la force de proposition de tous les acteurs de la ville pour y répondre. Avant de regarder votre premier projet, question un petit peu provocatrice volontairement, est-ce que le plus simple finalement pour s'adapter ne serait pas de détruire, d'en finir avec des vieux bâtiments? Alors moi je suis tout à fait opposée. Pour moi la ville se construit avec son histoire, la ville se construit avec son histoire, avec son patrimoine historique, comme ici vous avez un très beau bâtiment, un très bel amphithéâtre, aussi avec son patrimoine industriel. Je crois à l'histoire des lieux. C'est un lien transgénérationnel, c'est un lien familial.
il ne faut pas créer de rupture, il ne faut pas créer de coupure. Donc moi, j'appelle, vraiment dans nos projets, vous verrez, il y a quelques années où je vous montrais, où des bâtiments devaient être démolis, finalement on les a conservés, on a transformé leur usage et on leur donne un autre regard. Et en général, je pense que les habitants en sont heureux, parce que c'est quelque chose que leurs grands-parents avaient vu, ou que leur famille qui était arrivée dans cette ville avait vu, et comment ces bâtiments peuvent évoluer, peuvent se transformer. C'est extrêmement intéressant. Après, tout simplement d'un point de vue carbone, c'est aussi une manière d'économiser. On ne détruit pas tout un bâtiment en béton avec des renforts acier, c'est quelque chose de très compliqué. Donc je trouve que la ville, dans cette histoire d'acclimatable, doit aussi s'adapter finalement à ce qui a été fait avant, assumer ce qui a été fait avant. Des fois, il y a des constructions qui peuvent être fantastiques et des fois peuvent être moins fantastiques, mais il faut d'abord faire un diagnostic de ce qui peut être conservé. Bien sûr, si c'est un bâtiment qui s'écroule, la question ne se pose pas. Mais à partir d'un moment où vous avez un bâtiment qui a été par exemple un bâtiment de stockage, comme je vous en parlerai tout à l'heure, qui est de plus de 4 tonnes, pourquoi aller le démolir pour construire un bâtiment finalement qui ne porterait qu'une tonne? Voilà, ce sont les genres de questions qu'il faut se poser. Et conserver un bâtiment in situ, c'est aussi moins de désagréments pour ceux qui habitent autour. Donc voilà, moi je suis vraiment une militante pour faire la ville avec son histoire. Par contre, construire dans sa contemporanéité, ça c'est extrêmement important. C'est-à-dire aussi assumer, on est au XXIe siècle, on était des techniques du XXIe siècle. Il y a peut-être un nouveau regard sur les matériaux et les ressources locales, mais voilà, respecter les histoires, mais construire la ville par certification. On va commencer par un de vos projets, celui des docks à Paris. C'est vous qui avez les commandes, je vous rappelle. Vous allez vous montrer quelques petites photos et peut-être nous expliquer dans ce cas-là, typiquement ce que vous avez souhaité conserver, transmettre finalement aux générations futures. Alors ça c'est un exemple parisien, donc les docks, les magasins généraux qui sont juste à côté de la gare d'Austerlitz. Et ce bâtiment, en fait, c'est un ancien bâtiment construit en 1907 qui était un bâtiment de stockage et qui était devenu un bâtiment, il y avait les moquettes Saint-Maclou, plutôt un bâtiment d'entreposage, il y avait quelques examens et qui était un petit peu finalement comme une verrue dans tout ce quartier qui s'est développé vers l'est parisien avec la CEMAPA. Il devait être démoli pour être transformé en parc. Finalement, quelques questions se sont levées, ont été posées et il a été décidé de lancer un concours ouvert, c'est-à-dire sans programmation et sans contrainte. On pouvait le démolir, en garder un bout, le conserver, il n'y avait pas d'imposition particulière parce que c'était un concours sans certitude que le projet lauréat puisse être réalisé. Nous, notre constat, c'est qu'en fait, c'était une structure extrêmement intéressante. C'était un bâtiment, un des premiers bâtiments en béton armé construits à Paris en 1907 par Morin-Castiot, qui était bien plus grand, qui avait déjà été raccourci pour laisser la construction de certains ponts. Et on voit, j'adore cette image parce qu'on dès qu'on est en 1907, donc Paris, beaucoup moins de véhicules, les chevaux sont présents, vous voyez les berges qui sont descendantes pour que les bateaux puissent... Et ce bâtiment a traversé le XXe siècle. Et on s'est dit, mais bon, voilà, qu'est-ce qui est intéressant? Et ce qui était intéressant dans ce bâtiment, ce n'était pas finalement le remplissage des façades qui avait été modifié au cours des années, mais sa capacité portante, il porte 4 tonnes. Et ce que vous voyez dans cette image, c'était un bâtiment il y avait un dispositif de grue pour décharger les péniches et les amener vers le transport ferroviaire. Donc cette activité a changé, mais ce qu'on en a retenu, qui est un peu à la source du projet que je vais vous montrer, c'est qu'il y avait des dispositifs qui débordaient sur la Seine. Et ce qu'on s'est dit, mais en fait ce bâtiment, c'est un super dispositif, on a très peu accès à la Seine quand on est à Paris, c'est en train de changer. Mais là, on a un toit qui a R+2, donc on voit l'eau, on est proche de l'eau. Et pourquoi pas, on pourrait redonner de la circulation aux habitants de Paris et autres. Et donc, on a proposé de conserver la structure et de rajouter une structure qu'on appelle plug-over, qui prend naissance sur la structure en béton, mais qui est une structure en acier, donc entièrement conçue en 3D et préfabriquée dans les ateliers Eiffel, et qui vient finalement... couvrir en partie ce bâtiment. Mais surtout, ce qui nous intéressait, c'est que ce bâtiment était assez important, il y a 24 000 mètres carrés. On a laissé beaucoup d'espace ouvert. Toutes les circulations sont à l'air libre. On est protégé de la pluie, pas forcément du vent, protégé du soleil. C'est un sujet qui devient de plus en plus récurrent.
Et on a voulu l'inscrire dans une grande promenade, en fait, de prolonger les promenades sur la Seine. Donc c'est cette idée que le public, en fait, peut parcourir un programme. Le public peut monter sur le toit, peut y trouver des cafés, et on intègre le bâtiment dans une promenade horizontale, un peu verticale. Là, c'est un bâtiment qui ne fait que un R+2, mais cette idée que le public, finalement, circule dans un bâtiment. Changer la manière dont on perçoit les espaces privés et la rencontre avec un espace public. Donc cela permet d'avoir différents programmes. On a une école de mode, on a des cafés, des restaurants et différents espaces d'exposition. Alors, juste une petite question. Les images que vous nous montrez, c'est des photos, des images de synthèse? Ça, c'est la photo du bâtiment réalisé. C'est une vraie photo, c'est la vraie couleur. C'est une photo des bâtiments de bureaux qui sont en face, absolument. Donc, ce qu'on a réalisé, ce que vous voyez, c'est le béton sur la partie basse. On a installé une structure de verre et d'acier, et ensuite un plâtrage bois sur le toit, avec des constructions de part et d'autre. Donc là, vous avez une autre image dans le plus grand paysage avec Bercy et la grande bibliothèque. Et cette idée, j'espère qu'il viendra un peu plus présente dans le futur, que le bâtiment, d'un point de vue transport, puisse aussi accueillir des navettes, un transport urbain fluvial, et compléter cette promenade piétonne. Donc là, les accostages des bateaux. Donc vous voyez là les promenades à l'air libre, donc il n'y a pas de circulation en couloir climatisé ou chauffé. Mais vous êtes un petit peu protégé. On a cette circulation coursive qu'on essaye vraiment de privilégier dans la majeure partie de nos projets, que ce soit du tertiaire, du logement ou des ERP. Des escaliers qui est au-dessus de la Seine. Et ensuite des percées qui nous permettent chaque fois de relier en fait les différents niveaux, de voir la Seine, de voir l'étage qui est au niveau du quai d'Austerlitz et de percevoir les circulations ouvertes qui montent en toiture. Donc là, vous avez la grande toiture. Donc maintenant, on a de plus en plus de programmes qui accueillent des programmes sur le toit. Et ça aussi, c'est nouveau, c'est extrêmement récent. Le XXe siècle, avant, on avait des très belles toitures, des toitures en tuiles, en ardoise, en zinc. Le XXe siècle a inventé la toiture terrasse et tous les équipements techniques de VMC. Et quand vous survolez les villes, vous voyez très bien une très grande différence. Il y a des villes, par exemple, comme Berne en Suisse, c'est magnifique de voir ces tours. Et le XXe siècle a quand même eu des constructions assez nocives. Donc l'idée maintenant d'habiter les toits, de les transformer, de les intégrer dans le dispositif architectural est extrêmement fondamentale. Là, je vous montre, c'est une continuité du projet qu'on souhaite. Ça, c'est une image et je ne sais pas si on pourra le réaliser. Mais c'est vrai que ce bâtiment donc, accentue les promenades qui sont le long de la Seine, le long du fleuve, donc qui permettent de relier le centre historique de Paris et de continuer la promenade vers tous les développements vers l'Est. Mais aussi, ce qu'on souhaiterait, c'est d'avoir une passerelle qui irait vers le cœur du 13e arrondissement, donc plus à l'intérieur, et de pouvoir construire au-dessus du quai d'Austerlitz. Et l'idée d'arriver sur un bâtiment par le toit, suivant la topographie des villes, c'est de pouvoir circuler de toit en toit et de s'adapter aux différentes topographies. Et ici, donc, on pourrait partir du 13e arrondissement, parce qu'il y a une passerelle qui traverse les voies ferrées. Vous avez l'avenue de France, et on pourrait ensuite rejoindre donc, la Seine. Et pourquoi vous attendez le feu vert technique, ça ne faisait politique? pas partie du projet initial. Et ensuite, c'est une question de financement. Oui, est-ce que c'est la ville? Est-ce que c'est le propriétaire? Donc, c'est des sujets plus complexes. Mais le dispositif en lui-même n'est pas si onéreux. Et je pense que ça apporterait un grand plus pour vraiment relier ce bâtiment au cœur du 13e arrondissement. Donc là, une petite image de synthèse pour montrer cette passerelle qui permettrait de relier le bâtiment. Vue, et puis ensuite différentes manières d'habiter les espaces publics avec des projections de plein air, de pouvoir faire des concerts, d'installer des structures plus ou moins temporaires dans les bâtiments. Alors avant de passer, de changer de ville Lyon, et voilà. d'aller à Donc Lyon, là, une vue, sur cette vue, sur ce vert que vous avez choisi, ça a été facile de l'imposer, cette couleur, dans la ville de Paris très grise? Alors, je n'ai pas parlé du vert. Je vous dis très rapidement pourquoi le vert. C'est parce que tous les bâtiments qu'il y avait autour, qui étaient tout gris. Et on ne faisait pas un bâtiment tertiaire, on faisait un bâtiment qui voulait accueillir du public, qui voulait être ouvert. J'ai l'impression qu'on fait un bâtiment qui se fond finalement dans l'environnement. Il va d'une certaine manière disparaître. Et on voulait plus qu'il appartienne au grand paysage, à la Seine qui est plus verdâtre que bleu, et toute la frondaison des arbres qui bordent de part et d'autre de la Seine des quais. Et c'est dans cette idée d'accompagner le corridor de la Seine, de se marier. Donc c'est un vert jaune. C'est pas un vert, c'est un vert avec, c'est un vert qu'avec des moirages, en fait,
transparent, mais avec un petit motif pixelisé. Et je vous parlerai peut-être très rapidement, parce que vous avez parlé de culture tout à l'heure dans l'intervention. On essaye chaque fois que possible de faire intervenir un artiste. Parce que le regard d'un artiste sur un projet architectural nous permet de prendre du recul. Les artistes sont toujours au cœur de la société. Enfin, ils ont un poumon qui bat avec d'autres interrogations. Et d'avoir ce dialogue avec d'autres intervenants est toujours extrêmement riche. Donc là, je vous parle d'une autre friche industrielle Là, on est à Lyon. qui est à Lyon. Et ça, c'est un projet qui s'est fait en quelques années, qui a été extrêmement rapide. J'en étais vraiment très surprise, parce que quand on a été appelé pour le concours, je n'y croyais pas vraiment. Je ne sais jamais vont réussir à faire en quelques années transformer un si vaste site. Et on est sur un site qui est à droite, le long de la Saône, de la rivière la Saône, des terrains qui appartenaient à Voies navigables de France. Et avec donc la ville, avec la Caisse des dépôts, ils ont lancé toute une urbanisation, un programme avec François Gretter, urbaniste, Michel Desvignes, paysagiste, pour finalement garder des traces de l'histoire industrielle, donc garder des silos, garder des lieux d'entreposage et d'y intégrer des éléments de construction neuve. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce plan masse, c'est qu'il laissait des respirations. Vous avez parlé d'air tout à l'heure, monsieur le maire, et là, c'est un plan masse qui ne fait pas obstruction le long de la Saône, ce qui aurait été une solution facile, parce que c'est un très beau paysage, mais qui laisse des respirations vers la profondeur de la ville, de la presqu'île. Ça, c'est un sujet qui est extrêmement important, parce que chaque bâtiment peut avoir une identité, chaque bâtiment peut exister, et le public circule d'une manière très libre et très agréable. L'air circule d'une très belle manière, et on avait un programme de bâtiments épais qui faisait plus de 30 mètres par 30 mètres, avec des demandes d'atrium. Et vu le paysage que vous pouvez voir sur la gauche, qui sont les collines de Balme, qui sont très paysagées, ce paysage de la Saône qui est sublime, on a proposé en fait d'avoir des cônes qui viennent prendre cette vue, qui viennent prendre cet air, qui viennent prendre la lumière du soleil et la faire pénétrer au plus profond du bâtiment tertiaire. Faire profiter au maximum de personnes, à tous les publics, la vue, et de ne pas simplement la réserver à ceux qui avaient le bénéfice d'avoir les bureaux en prime façade. Ça nous a permis de faire cet atrium ouvert à l'air libre et de proposer à chaque étage des balcons. Parce que nous, notre notion d'habitabilité, elle concerne aussi bien le logement que le bureau. On passe une grande partie de sa journée éveillée dans un bureau, jusqu'à maintenant, les choses changent aussi, mais finalement concevoir un bureau comme un peu un appartement, c'est-à-dire que chaque plateau de bureau a accès à une terrasse où il peut sortir prendre l'air, fumer une cigarette s'il en a le droit, donner un coup de téléphone, ou simplement discuter avec son voisin de bureau, et quelque chose dans le quotidien qui est extrêmement important. Donc c'est pareil que je vous montrais tout à l'heure l'image de ces immeubles tertiaires qui sont anonymes. On développe plutôt des espaces qui permettent une adaptation de l'usager à son espace. Il identifie son bureau, il identifie son étage. On est dans un système, la façade derrière, elle est extrêmement rationnelle. C'est une façade Vicona, standard de bureau, 1,35 m. Tous les codes du bureau, sauf qu'on a donné ce dispositif de ce cône qui transforme le bâtiment. Pour tout vous dire, le promoteur, au début, quand il a vu le projet, il m'a dit, c'est très bien, mais je vais vous mettre des planchers de verre et ce sera pareil. Je dis, non, ce ne sera pas pareil, parce que vous n'aurez pas l'air. Et il était un peu sceptique au début, et maintenant il en est très content. Il me dit ce qui est génial, c'est de voir la lumière, les nuages passer, et aucune journée n'est semblable à l'autre. On a vraiment l'impression d'être dans l'environnement. On est en ville, mais d'une certaine manière, la nature, elle vient à nous. Donc quelques images encore de ce projet, de ce cône, des terrasses à chaque niveau de plateau de bureau, et le toit. Souvent dans les urbanismes, on nous demande un retrait. Vous avez un retrait de 4 mètres, de 5 mètres pour permettre un épanelage. Et là, ce qu'on a proposé, c'est de continuer le dispositif de façade pour que les espaces autour du toit soient appropriables également comme une terrasse. Le fait que vous ayez la façade qui monte un petit peu plus haut, vous n'êtes pas exposé sur l'extérieur et vous vous sentez plus en sécurité et plus enclin à aménager et à utiliser la terrasse. Encore quelques vues de cette pixelisation qui permet chaque fois des cadrages sur le paysage. Et bon, voilà, je passerai rapidement, mais le fait que chaque bureau a une façade légèrement différente. Je passe très rapidement sur le deuxième projet qui est Euronews, ce qui est dans donc, le même aménagement urbain, qui donc accueille le siège de cette télévision européenne. Et là également, une télé, ça fonctionne 7 jours sur 7.
je pense qu'un magazine comme Le Point aussi, tous les jours de l'année. Donc le fait également d'avoir des espaces extérieurs facilement utilisables était extrêmement important. Et on a également travaillé avec un artiste qui s'appelle Fabrice Hibert, qui a travaillé donc, sur les ondes et les contre-ondes. Et voilà, on est ravis, je dis à Fabrice Hibert, bon, voilà, tu interviens sur un très grand bâtiment, mais finalement c'est l'artiste qui vient dessiner la façade, avec un dispositif où nous on vient l'aider techniquement. Mais c'était une très belle expérience. Donc là, vous avez encore le cône qui amène de la lumière à l'intérieur du bâtiment. Et donc chaque fois, cette captation du paysage extérieur qui rentre au cœur du bâtiment. Et la vue sur le ciel et les nuages, comme vous en parlez tout à l'heure. Maintenant, je vais vous parler, on revient à Paris, je vais vous parler de projet de logement. Alors, vous avez une question, il nous reste moins de 10 minutes, alors je voulais choisir si on retourne à Paris, si on va en Belgique, en Islande, au Caire. Ok. Je vais passer très rapidement sur Paris, très rapidement. Juste, parce que je pense que c'est quand même important, c'est un projet qui date, mais c'est un projet, c'est un concours en 2005 réalisé en 2008. Mais on a eu la chance d'être sur un terrain qui n'était pas du tout dans un contexte haussmannien, donc de proposer des bâtiments où on a pu construire autour des arbres, avec des logements traversants, et cette idée aussi de distribution par coursives extérieures, les coursives deviennent des balcons, et cette idée, voilà, on garde les arbres, on construit avec, on construit autour, on a la présence quotidienne de ces arbres qui sont du paysage qui est avec nous, et cet échange possible avec les voisins qui ne sont pas sur un palier avec 3 fluos, mais autour d'un espace de qualité. Ce programme est intéressant aussi d'un point de vue inclusif. Tous les appartements, enfin la moitié des appartements en rez-de-chaussée sont adaptés pour les très grands handicaps. Donc ce n'est pas PMR, mais vraiment des gens avec un handicap important. Donc des logements en rez-de-chaussée accessibles, qui ont accès à un jardin. Et ça, c'était aussi quelque chose auquel on tient beaucoup. Et je pense que c'est bien aussi de voir certains projets ont fait un usage de la couleur parce qu'on pense que le contexte nécessite. Quand on arrive dans un contexte de logement, là c'est le contexte des habitations à Beaumarchais, les HBM, dans la ceinture de Paris, on est resté plutôt dans les tonalités briques. Knock, très rapide, il me reste très peu de temps pour avoir du temps sur le Caire, c'est la densité verticale, c'est une tour de 50 mètres avec des espaces partagés dans les étages. Et là, la demande de la ville, c'était une densité verticale pour préserver des espaces de respiration au sol, à l'horizontale, mais avec intégration de différents espaces publics, ludothèque, bibliothèque, serre végétale. Donc je vais passer rapidement sur l'Islande, et peut-être faire l'Islande, le Caire. Là, on travaille parce que l'Islande et le Caire, petite question, c'est que vous êtes obligés de vous adapter là à 2 climats totalement différents de celui où vous habitez. Et c'est ce qu'on adore, c'est d'arriver finalement à décrypter un contexte, de comprendre le contexte. Chaque fois, on est en association avec des architectes qui sont locaux voilà, parce qu'il y a un échange qui est essentiel. Et là, en Islande, comme vous voyez sur l'image, la moitié de l'année, il fait nuit, il fait très froid, il y a beaucoup de vent. Et donc là, on a imaginé plutôt un projet un petit peu comme un cocon. Donc un bâtiment en courbe, tout en bois, extrêmement isolé, et qui développe une sorte d'écosystème où on favorise un petit peu la présence d'un jardin qui puisse se développer, et avec toute une toiture accessible à tous les publics, qui a à la fois une serre végétale, équipement sportif, et qui permet de passer les longues nuits d'hiver en ayant finalement un dispositif, on va dire, urbain intégré à un intérieur confortable. Bon, en Islande, ils ont de la chance parce qu'ils ont quand même beaucoup de geysers, et donc l'eau chaude, le chauffage est une ressource naturelle. Donc ils ont certains avantages par rapport au coût de l'énergie. Donc je passerai rapidement dans ce cas sur Pleyel, qui est une restructuration industrielle. C'est l'idée de garder ces bâtiments industriels et finalement de faire un mix avec une construction vertueuse qui permet de rétablir un bilan carbone. Donc solaire, serre végétale nourricière, construction en bois prototype. Et cette idée de prototype qu'on puisse décliner dans différents contextes, environnements. Donc il y a cette image, je pense, de mode d'emploi qu'on essaie de développer avec tous les projets qui explique en fait les différents dispositifs. Donc je pense que c'est bien d'être redondant, d'expliquer. L'explication, je pense que l'échange, on essaie toujours de faire des échanges avec les riverains. En général, le projet est bien plus accepté quand vous l'expliquez, qu'on comprend pourquoi vous faites le projet. Alors, je passe au Caire, parce que c'est un très gros sujet. Il me reste très peu de temps, mais j'espère que je peux dépasser quelques minutes. C'est un projet passionnant. C'est une université
de plus de 58 mètres carrés en 2 phases. La première phase fait 35 mètres carrés. Et ce qu'on a voulu développer, c'est qu'au Caire, jusqu'à maintenant, il fait très chaud. Ici, vous avez parlé de 50 degrés, mais là-bas aussi, c'est très fréquent. On a voulu requérir le plus aux ressources environnementales, donc travailler avec des puits canadiens pour garder la fraîcheur, évacuer l'air chaud et donner un contexte climatique le plus favorable. Donc on a développé des jardins en creux qui gardent la rosée, qui permettent le développement d'une végétation xérophile qui consomme peu d'eau, d'avoir des îlots de fraîcheur intégrés dans le dispositif urbain, d'avoir une grande canopée. On a trouvé l'inspiration en fait dans les souks du Caire. Quand vous vous promenez dans les souks, ils ont ces grandes toitures qui laissent percer la lumière. Et le climat, j'y étais au mois de juillet, est tout à fait acceptable. Et donc on a voulu donc, un petit peu réinterpréter ce système avec intégration de panneaux solaires, donc ombrières, panneaux solaires, circulation de l'air, extrait de l'air chaud, et tout ce système au niveau du sol pour garder le plus possible de circulation piétonne. On récupère le vent du delta du Nil, il y a tout un vent doux comme ça qui descend, ces jardins en creux qui développent un air frais, et de garder une grande partie des bâtiments ouverts en rez-de-chaussée pour que cette circulation rentre et circule dans un patio avec des circulations. Donc là c'est la rue principale couverte avec cette ombrière, des panneaux solaires, les ressources locales avec la pierre qu'on a trouvée à proximité. La terre, en analysant les terres, mais sur d'autres projets en France, je vois qu'on peut le faire aussi, c'est que on peut, certains sites, utiliser juste la terre qui est là pour faire des murs en pisé. Donc c'est une construction où finalement la matière première est sur site. Il faut simplement amener un petit peu d'eau, des banches de coffrage et des gens qui veulent bien tamiser. Les déchets, des coupes de pierre pour faire l'étanchéité, recouvrir l'étanchéité en toiture. Et cette pierre qui est juste à proximité du site. Au début, on l'avait imaginé en briques. Mais finalement, on a vu qu'à 5 km, on avait une pierre. Donc, je pense que c'est aussi là aux architectes. On a une première idée, mais finalement, on se rend compte que sur place, quelque chose semble plus aisé, plus facile. Et on doit avoir cette capacité de s'adapter pour faire évoluer les projets. De la même manière, ces modes d'emploi qui expliquent tous les dispositifs. Donc, récupération des eaux grises, bien sûr, parce qu'on a des logements étudiants. Et les puits canadiens qui permettent de distribuer de l'air frais dans l'ensemble des bâtiments. Circulation à l'air libre surcoursive avec des brasseurs d'air, ouverture des rez-de-chaussée qui permettent aussi d'avoir une protection pour les circulants de l'auditorium. Et ce qu'on a pu faire aussi pour les logements étudiants, parce qu'un programme, on avait un programme de 200 première phase, 400 deuxième phase de logements étudiants, des studios. Et donc comment faire de l'air traversant? Impossible, hein, un espace qui fait 25 mètres carrés avec une salle de bain, petite cuisine, et on a proposé des grands appartements, des T6, T7, et l'université les a acceptés. Donc on leur propose des grands appartements traversants, et en fait ils en sont très heureux parce que leurs étudiants viennent, s'ils viennent loger sur le campus et qu'ils ne viennent pas du Caire, donc ça leur permet aussi de mieux vivre ensemble. Donc voilà, j'ai terminé. Alors dans ce lieu, on pourrait y vivre sans allumer la climatisation? Absolument. Tout à fait. À part des programmes, donc à part l'auditorium, parce qu'on a 500 personnes, à part des labos de recherche qui ont besoin de conditions particulières climatiques, on est en puits canadien et de temps en temps on a une petite batterie froide quand la programmation au niveau informatique en fait génère trop de chaleur. Mais tous les programmes, y compris la restauration, le Learning Center, un dispositif donc de puits canadien, qui font chaud-froid, parce qu'au Caire, il y a aussi un hiver qui est bien plus doux, mais on doit aussi se protéger quand même du froid. Voilà, je vous remercie. Merci, merci à vous. Merci beaucoup Dominique Jacob. Je précise que vous avez une dédicace de votre ouvrage, et donc si vous souhaitez échanger avec Dominique, c'est juste après. Absolument, si vous avez des questions, on peut les voir autour du livre, y compris les enfants. Je serais ravie de répondre à vos questions, parce que votre imaginaire est important à préserver, à cultiver. Donc
Dessinez, 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 inventez, inventez, inventez. Et construisez l'architecture acclimatable. Je pense que c'était un peu le fil rouge de votre intervention. Merci aussi Béatrice Parinaud, à tout à l'heure. Dans quelques minutes, ce sera la conférence entre desserrement urbain et construction de tours. Comment améliorer la qualité de la vie en ville? Il va être question de densité, d'étalement.